Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour cette édition du lundi 25 mai. Au sommaire de l'actualité ce soir, ce drame. Hier à Faha, un homme a perdu la vie dans un violent incendie. Selon les témoins présents sur place, le feu s'est rapidement propagé, empêchant toute tentative pour lui porter secours. Ce matin, l'émotion était vive. La victime était âgée d'une quarantaine d'années. C'est le début d'un chantier d'envergure. Le port autonome prépare la transformation du terminal de commerce international de Motuuta. Arrivé à saturation, il faut aussi faire face à l'augmentation du trafic maritime. Un investissement à plusieurs milliards de francs. Tous les détails sur ce vaste réaménagement dans un instant. Enfin, ce soir, on parle également de l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus du Fénoua. Le Tahiti Moorea Ultra Trail, le Temut, revient en octobre prochain. Un événement devenu incontournable pour les passionnés de trail. Une édition 2026 que l'on découvrira avec nos deux invités. Alexandre Piquier, directeur du Temut et responsable de la Ligue Ultra. Et Samuel Zeip, directeur sportif du Temut et trailer chevronné, sont parmi nous ce soir. Faha, c'est donc tout un quartier sous le choc après un incendie meurtrier à Hawaii. Les habitants ont vécu une nuit d'angoisse alors qu'un violent incendie s'est déclaré dans une maison la nuit dernière. À l'intérieur, un homme était endormi au moment du drame. Impossible de lui porter secours tant le feu s'est propagé rapidement. Au lendemain du drame, la famille et les amis de la victime ont accepté de témoigner. Des témoignages recueillis par Nicolas Pérez. Regardez. Il ne reste qu'un tas de cendres sur ce qui était encore hier un phare modeste où vivait un homme d'une quarantaine d'années. Endormi, il n'a pu échapper aux flammes. Un homme particulièrement apprécié par l'ensemble de ses voisins du quartier Aoué, situé dans la commune de Faha. Il y a de la tristesse parce que c'est un grand ami à nous, c'est un grand ami quoi. Et puis j'ai de la peine. Et je souhaite un sincère condoléances à toute la famille. Ses parents, situés juste au-dessus, n'ont eu que quelques minutes pour éviter le brasier. Leur maison est également détruite. Quant aux autres logements attenants, ils ont pu être sauvés grâce à l'intervention des pompiers de Faha et de Papeete. Dans la nuit, à 2h du matin, il y avait des cris par derrière la maison. Il y avait des cris, c'est des gens qui appellent. On n'est pas au courant, on est endormi. Voilà. Et c'est là qu'on a vu le feu. On est vite sorti. Carrossier de profession, la victime était parfois épaulée par Raymond, encore sous le choc de la disparition de son ami. Il garde aujourd'hui le site en attendant l'évacuation des véhicules. Hier soir, il dormait dans sa voiture située à quelques mètres du drame. Ça a brûlé la maison. Après, et le copain, il ne sait pas. Si, le copain est dans la maison. Ah, si, le copain est dans la maison. Après, il a pleuré. Il a été là-bas, c'est nous deux, il a pleuré. Je voulais aller les choses, mais tout sur les lampes. Après, j'ai resté longtemps là-bas. Après, j'ai vu le corps. Après, j'ai pleuré, bien. Une autre personne a eu le temps de s'extirper du phare en feu. Elle serait actuellement hospitalisée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Des gendarmes de l'identification criminelle ont procédé à des premiers prélèvements. Direction maintenant le port autonome de Papeete, le poumon économique du pays, prépare sa transformation pour faire face à l'augmentation du trafic maritime. Premier grand chantier, le terminal de commerce international. Modernisation des quais, réorganisation des espaces, nouveaux équipements. Plusieurs milliards de francs vont être investis pour adapter le port aux navires de nouvelle génération et à la croissance des échanges dans les décennies à venir. Thomas Chabrol, Esther Cuneo. Le port autonome, poumon économique du pays, 90% des marchandises importées transitent ici. Mais la nouvelle génération de porte-conteneurs plus grands, plus chargés, nécessite des aménagements adéquats. Conçu dans les années 60, le quai au long cours atteint aujourd'hui ses limites. Là, on a un terminal qui a une capacité de 46 000 conteneurs par an.
Et aujourd'hui, on est à plus de 43 000 par an. Donc on estime que dans 6 à 8 ans, on arrivera complètement à saturation. Pour éviter le point critique, le port autonome prévoit d'étendre la zone sous douane dans le centre de Motuhuta. Les travaux sont prévus dès l'an prochain. Un espace spécifiquement dédié aux conteneurs frigorifiques est prévu à la place de ces entrepôts. Ils seront rangés sur des plateformes comme dans de nombreux ports internationaux. Chaque année, 4500 conteneurs frigorifiques sont débarqués au port de Papeete. Aujourd'hui, les conteneurs frigorifiques sont éparpillés un petit peu partout dans la zone verte qu'on voit ici. Et la manière dont ils sont stockés dans cette zone verte, ça prend beaucoup de place. Donc on va les regrouper dans cette nouvelle zone, mais de manière, comme je disais, beaucoup plus optimisée. Une optimisation qui s'accompagne d'une augmentation des prises électriques. Actuellement, le quai n'en compte que 160, alors qu'il en faudrait le double, ce que la nouvelle zone permettra d'offrir. L'objectif n'est pas seulement de gagner de la surface, mais d'améliorer l'organisation du terminal. Pour des raisons de sécurité, les flux de circulation entre les aconniers, les camions de livraison et la clientèle sont repensés. Donc voilà, aujourd'hui on a un bâtiment, toutes les livraisons se font aujourd'hui de ce côté-là du bâtiment qu'on appelle MAD, dans lequel sont dégroupées les marchandises. On va ségréguer les livraisons, on va faire d'une partie, de ce côté-là du bâtiment, les livraisons de conteneurs pleins, et de l'autre part du côté du bâtiment, les marchandises dépotées dans ces hangars. En parallèle, le quai du terminal fait peau neuve avec la construction d'un linéaire de 2 mètres en avant. Ces pieux, ancrés dans le fond de la rade, permettent de renforcer sa stabilité pour accueillir les navires plus grands et des charges plus lourdes. Il y avait un problème de profondeur, on ne pouvait pas creuser devant pour faire rentrer les nouveaux porte-containers puisque les pales planches étaient trop courtes, les pales planches existantes. Et on avait aussi un problème de stabilité du quai ancien compte tenu des charges que les grues sont amenées à porter. La dernière phase, c'est l'approfondissement de la souille du quai en même temps que l'approfondissement de la passe. Autre chantier stratégique, la construction d'un 6e quai de cabotage. Un investissement de plus de 4 milliards de francs attendu début 2028. Il permettra d'accueillir les nouveaux navires de la flotte interinsulaire. On a à peu près une vingtaine de navires caboteurs qui desservent tous nos archipels. La flotte va grossir. Donc rien que d'ici à 2027, on a 4 nouveaux navires qui vont arriver. On a le Dori 2 qui va arriver d'ici au milieu de cette année. On a l'Aranoa et le Nahiro Epais qui vont arriver normalement début 2027. Et également le Nuku Hawk 2 qui va arriver normalement d'ici la fin de l'année 2027. Ces 2 chantiers, à près de 8 milliards de francs, devraient permettre au port d'absorber la croissance du trafic pour les prochaines décennies. Ils seront 4500 à faire vivre en coulisses les Jeux du Pacifique 2027. Les volontaires sont recherchés activement par le comité organisateur. Depuis plusieurs mois, ils sillonnent les communes. À Punaauia, la semaine dernière, une session d'information a permis de rassembler la population autour de l'événement. Léa Guggenmann y était, regardez. Ils feront partie de la plus grande équipe des Jeux du Pacifique. Sans eux, impossible d'organiser l'événement. Les bénévoles sont au cœur de la machine. Pour cette 3e édition organisée à Tahiti, certains connaissent déjà l'aventure. C'est le cas d'Eifara, déjà volontaire lors des Jeux du Pacifique de 1995. Plus de 30 ans plus tard, il reprend du service. Être bénévole, pour moi, c'est m'investir pour le pays et surtout m'enrichir au niveau relationnel, remplir la tête et remplir le cœur. Sur les 4500 bénévoles recherchés, 2000 sont déjà inscrits. Étudiants, salariés, retraités, les profils sont variés, tout comme les motivations. Je suis allée regarder sur leur site internet où on pouvait candidater et ça m'a beaucoup plu le fait de pouvoir aller un peu dans les communes et surtout proposer son aide, partager et en fait aussi participer à ce grand événement que la Polynésie a l'opportunité d'accueillir. Moi j'ai vécu en fait l'effervescence des JO en métropole de l'année dernière et c'est vrai que j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc je ferai jamais de sport, de JO, de compétition comme ça, mais d'avoir ce frisson pour ma compétition, je me suis dit là j'ai l'occasion de vivre ce frisson mais de l'intérieur, pas en étant sportive mais en pouvant apporter ma pierre à l'édifice entre guillemets. Les volontaires seront répartis sur 26 sites, sur 3 îles pendant 14 jours de compétition. Une organisation de grande ampleur qui nécessitera une coordination précise entre équipes.
On aura une certaine hiérarchie entre volontaires. On va recruter des volontaires un peu plus expérimentés, du coup, qui seront potentiellement des chefs d'équipe. Et après, on aura des volontaires équipiers. Du coup, il y aura un système de coordination qui va fonctionner comme ça. Enfin, les sites seront aussi gérés par des directeurs de sites qui pourront coordonner le tout avec les équipes et les volontaires. Transport, repas et formation seront pris en charge pour les bénévoles. Des hébergements sont également prévus pour les volontaires venus des îles et de l'international. Mais au-delà de la logistique, c'est surtout l'aventure humaine et l'esprit des Jeux du Pacifique qui motivent les participants. En sport, je vous le disais en titre, c'est l'un des rendez-vous sportifs les plus attendus au Fénois. Le Tahiti Moorea Ultra Trail, le Témut, fait son retour. Il aura lieu en octobre prochain. L'événement avait attiré 850 passionnés l'an dernier, dont 250 étrangers. Un événement incontournable pour les trailers avec des parcours réputés parmi les plus exigeants du Pacifique. Pour en parler, deux invités ce soir. Alexandre Piquier, le directeur du Témut et responsable de la Ligue Ultra, et Samuel Zeip, directeur sportif du Témut. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de TNTV ce soir. Alexandre, le Témut 2026 aura lieu du 23 au 25 octobre prochain. L'événement sera annoncé officiellement, il me semble, lors d'une conférence de presse ce mercredi. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer ce qu'est la Ligue Ultra? Parce que beaucoup connaissent les courses, mais moins la structure qu'il y a derrière finalement. En fait, la Ligue Ultra, c'est un circuit de 4 ultra-trails en France. Alors qu'ils font un peu plus que le Témut, puisque c'est des épreuves de 170 km qui vont de l'épreuve, on va dire, un peu accessible sur 5000 mètres de dénivelé positif dans le golfe de Saint-Tropez, à l'ultra-trail le plus dur d'Europe, puisqu'on a le Grand Raid Quiperon 3-Vallées-Moutier, qui lui fera 12 000 mètres de dénivelé positif, ce qui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2000 mètres de plus que la Diagonale des Fous ou l'ultra-trail du Mont-Blanc. Et l'étape en Polynésie, c'est donc la finale de ce circuit? Exactement, donc les coureurs français se qualifient pour cette finale polynésienne. Donc c'est la finale de la Ligue Ultra, mais c'est aussi un événement qu'on veut open. Et donc il y aura, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, plusieurs distances. Et l'idée, c'est que ça soit une fête du trail et de l'ultra-trail sur le Fénois. Alors justement, c'est avec Samuel qu'on va en parler. Combien de coureurs sont attendus cette année? Comment s'annonce l'événement, tout simplement? On espère doubler le chiffre de l'année dernière. Donc on était à 850 l'année dernière. Donc on se ferait une joie de passer à 1500 et plus. Voilà, il y avait quelques coureurs étrangers, donc 250. Le but, c'est de doubler tous les chiffres. Donc on devrait arriver à 500. Je fais confiance à Alex pour ça. Les inscriptions sont ouvertes déjà? Oui, elles sont déjà ouvertes depuis 15 jours. Et on va dire que l'engouement est plutôt positif. Et étonnamment, les gens de l'étranger commencent déjà à s'inscrire. Donc c'est des très bons indicateurs. Très positif. De grandes nouveautés, on en parlait un petit peu tout à l'heure, annoncées pour cette édition, il me semble. Oui, tout à fait. Du coup, on a aussi un peu écouté parce qu'on a appris un peu de nos erreurs l'année passée, notamment sur l'accessibilité des petites distances. Donc on a retravaillé les parcours de 10 et de 20 km pour qu'ils soient un peu plus faciles, on va dire. C'est plutôt de la découverte du trail. Par contre, on a gardé l'exigence sur les grandes distances, donc, et notamment le 80 km. On se rapproche de notre objectif de faire un 115 km à terme. Donc là, on sera sur une jauge à 105 km qui a été tracée par Samuel. Donc c'est 5 parcours au total, il me semble, Exactement. Samuel. Voilà, 105 km, 55, 35... 20 et 10 km, sans oublier les petites courses pour les enfants. Et des parcours très exigeants, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous vous êtes donc adapté cette année finalement. À quoi sont confrontés concrètement les coureurs ? Alors ça, c'est les parcours, on est en Polynésie. Quand on parle d'exigence. On est en Polynésie, donc c'est forcément exigeant puisque les montées sont très abruptes et on n'est pas dans les Alpes où les montées sont assez douces. Ici, si on regarde ce qu'on appelle le profil d'une course, on a l'impression d'avoir un électrocardiogramme. C'est vraiment tac-tac, ça monte et ça descend très très sévère, donc c'est assez difficile pour les cuisses, pour les genoux, voilà, ça demande de l'engagement. Donc de toute façon, on ne pourra pas faire des choses plates, ça c'est sûr et certain. Et après, c'est exigeant puisque le climat n'est pas celui de métropole. Il me semble que les coureurs étrangers s'en plaignaient l'année dernière, peut-être des départs un peu trop tardifs. Vous êtes adapté cette année là-dessus? Alors, pas forcément, on n'a pas trop revu les horaires, on a surtout revu la période, puisqu'en fait l'année dernière, on était en pleine saison des pluies, on était fin décembre. C'était en décembre. Ouais. Et donc là, on a décalé donc, du 23 au 25 octobre, donc un climat un peu plus favorable. Par contre, par rapport au ferry, on a aussi travaillé les horaires pour que les gens puissent passer la journée sur l'île Sœur. Donc c'est pour ça que les départs ont lieu principalement vers 9h, à l'exception du 105, qui lui partira le vendredi soir à 20h.
Alors l'an dernier, plus de 800 personnes ont participé, donc plus de 800 personnes, dont 250 étrangers, on l'a dit. Alexandre, ce sont des difficultés de parcours qui attirent justement les coureurs, même de l'étranger? Oui, après, pour les coureurs de l'étranger, on a quand même le fait que Tahiti fait rêver. Et donc, c'est vrai qu'on joue beaucoup dessus. Nous, voilà, c'est ça. Mais globalement, quand les gens repartent, ils disaient « Ok, c'est le paradis, mais c'était quand même un peu l'enfer au paradis. » On peut dire que grâce à cet ultra-trail, Moorea est devenue une référence finalement à l'international. Oui, nous, notre objectif, c'est de nous rapprocher un peu des standards de la Diagonale des Fous. Donc aussi de montrer que certes, il y a la plage, il y a le lagon, mais il y a aussi la montagne, elle est sauvage, elle est abrupte. Et puis, c'est aussi une autre façon de voir l'île. Samuel, cette année pour la Xterra qui empruntait une partie des mêmes tracés que le Témut, plusieurs athlètes se sont trompés de parcours. Est-ce que quand vous voyez ça, quelle a été votre réaction ? Alors ça peut faire un petit peu peur. Je vais dire que cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on a vraiment opté pour des parcours différents, donc qui changent déjà du Xterra. Et nous, on a opté pour faire une ligne, c'est-à-dire qu'on va vraiment amener les coureurs du départ jusqu'à la fin, et que ça soit toutes les courses vont suivre le même chemin que le 105 km. Voilà, donc il y aura pas, ça va pas être possible dans le sens où il n'y aura aucun retour par le même endroit, il n'y aura aucun croisement et tous les coureurs iront dans le même sens. Donc de ce côté-là, après on aura un système de balisage qu'on avait l'année dernière qui était quand même pas mal performant, je vais me permettre de dire ça, dans le sens où c'est des petits fanions qu'on accroche sur les arbres, ou qu'on plante par terre, et on met des fanions tous les 50 à 100 mètres grand maximum. Et ces fanions qui sont complètement amovibles, on ne visse rien dans quelques arbres que ce soit, et ils sont enlevés directement le lendemain de la course. On imagine que c'est beaucoup d'organisation, un tel événement. Vous commencez à travailler dessus dès la précédente édition, dès la fin de la précédente édition? Oui, alors en plus, nous, il y a le facteur un peu distance, parce que Samuel est tout seul sur l'île à travailler de manière permanente, on va dire. Nous, on travaille à distance, donc c'est d'autant plus difficile. Après, le côté un peu, on va dire, reconnaissant, c'est que quand on revient, maintenant les gens nous connaissent, donc c'est plutôt... C'est un peu plus simple finalement pour travailler l'événement. Les portes vous sont un peu ouvertes finalement. Alors pour finir, un mot sur cette nouvelle édition. Je le disais, la conférence de presse aura lieu ce mercredi. On a annoncé quelques nouveautés. Si vous aviez un mot pour terminer. Inscrivez-vous. Oui, exactement. On a écouté un petit peu toutes les critiques de l'an passé, notamment sur les petites distances. Donc ça va vraiment être de la découverte du trail sur les petites distances et plus, on va dire, une aventure un peu technique et engagée, comme ça a pu l'être. Par contre, ceux qui s'inscriront sur les grandes distances, ça restera le même menu que l'an passé. Comme on disait tout à l'heure, on a de l'international, on a déjà une vingtaine de Japonais qui sont inscrits, qui vont venir, donc on espère même doubler. Pourquoi pas arriver jusqu'à 40 Japonais, donc ce sera une occasion de parfaire nos langues aussi. Parfaire les langues et une très belle visibilité aussi pour la Polynésie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Je rappelle les dates donc du Témut, le Tahiti Moorea Ultra Trail. Ce sera du 23 au 25 octobre prochain. Merci encore. Et des compétitions sur terre, on passe en mer avec cet événement qui a eu lieu samedi. Des dizaines de nageurs se sont élancés dans le lagon de Reiatea pour le Dream Stream. 3 parcours étaient proposés aux compétiteurs en eau libre ou en palme masque tuba, 750, 1500 et 3000 mètres. Un événement qui vient clôturer la saison du club de natation de Tapioi. Grand vainqueur de l'épreuve reine en 3000 mètres, Antoine Le Vigoureux. On écoute ses impressions au micro de Julien Vescovali. C'était cool, les sensations étaient bonnes. Le plan d'eau était un petit peu clapoteux parce qu'il y a un petit peu de vent de nord, mais il n'y a pas eu beaucoup de courant, donc ça allait, on pouvait quand même poser notre nage et sans subir trop le courant. C'est cool que le club propose ces petites compètes sur l'eau. La prochaine, le gros objectif de l'année, on va dire, c'est la Channel Race, c'est de relier Reiatea à la nage. Et il y a aussi la grosse traversée entre Tahiti et Moorea, qui fait 24 km. Alors celle-là, je pense que ce serait bien qu'on soit quelques nageurs de Reiatea, faire une petite équipe et la faire en relais. Ce serait un beau challenge pour nous, je pense. Loin du Fénois, mais jamais loin du cœur. Focus maintenant sur les AEPF. Les associations des étudiants de Polynésie existent un peu partout en France. Elles permettent de garder un lien fort avec la culture grâce aux nombreux événements organisés tout au long de l'année. Exemple récent à Paris avec une vente de poissons crus au lait de coco qui a rassemblé du monde et réchauffé les cœurs. Nos correspondants Pierre Lamarque et Wallis Glaise.
Nous sommes bien loin de l'ambiance qui règne place Vaïté à Papeete. Pourtant, ce matin, la préparation du poisson cru a été faite à Paris. Hawani Houari, présidente de la EPF, coordonne les opérations. Nous, on ne fait pas des portions à la parisienne, on essaie de faire des portions un peu comme chez nous, à la roulotte, comme à Tahiti. Effectivement, impossible de décevoir, car ce moment n'est pas anodin pour tous ceux qui viennent acheter le goût du fénois. Et Hawani sait également que ce plat est bien plus qu'une recette, c'est un retour. Ce que je préfère, c'est le goût du citron sur le poisson. Ça me rappelle quand on allait chercher les citrons nous-mêmes, pas besoin d'aller acheter une bouteille de jus pressé ou quoi. C'est juste, ça sort de la mer, on mange et ça fait plaisir, on est en famille, ça rappelle toujours de bons souvenirs. Pour Manavaï, étudiante à Paris depuis 1 an, il était impensable de manquer cette occasion. Ça me manquait énormément et donc du coup j'étais super contente de voir qu'il y avait une vente de plats de poisson cru. La EPF est une association où les étudiants polynésiens se rencontrent, se retrouvent, s'entraident et passent des moments de convivialité. La traditionnelle raclette de la soirée Miss France en est un exemple. Et quand en plus c'est Inopoko Deves qui remporte la couronne, l'euphorie des étudiants remplace la ferveur qui a régné toute la soirée. 2026 est et restera Miss Tahiti. Que ce soit dans un atelier de danse polynésienne, par la découverte de l'Assemblée nationale ou des soirées conviviales, l'association crée du lien entre les étudiants, ce qui les rapproche de leurs racines, élément indispensable lorsqu'on est loin de ses proches. Avec les membres du bureau, la Tahitienne a pour mission d'orchestrer toutes les activités de l'association pour la plupart des adhérents. Son implication permanente est très appréciée de tous. Déjà, elle a l'esprit d'équipe et puis elle a cette attache aussi avec la culture et des valeurs que quand on vient en France, on a tendance à oublier, notamment sur Paris, puisqu'on s'isole assez facilement en tant que Polynésien. C'est le défi de la EPF, proposer aux étudiants un maximum d'occasions de se réunir pour éviter le mal du pays. Jack Lay est adhérent à l'association depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2019. Pour moi, ça a été un peu naturel d'adhérer à la EPF et donc souvent on faisait nos rassemblements donc ici puisque la délégation justement nous fournit un lieu pour nous rassembler. La plupart des membres de l'association nous ont confié leur attachement à ces rencontres, ces moments privilégiés qui leur permettent de retrouver l'esprit de famille, l'âme de la Polynésie, avant de revenir un jour au Fénois. Et c'est avec nos étudiants polynésiens en France que l'on clôt cette édition. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez le magazine Toufenouat Oura, suivi de l'émission Nos différences. À 19h45, 2 nouveaux épisodes de la série NCIS. Enfin, retrouvez un nouveau numéro d'enquête exclusive. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.